RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, avec votre invité, on parle de géopolitique. Oui, effectivement, nous allons partir loin de la Nouvelle-Calédonie, dans le Caucase, plus exactement au Haut-Karabakh, qu'on appelle aussi le Nagorno-Karabakh. Et on va en parler avec Pascal Donigian, qui est membre de la communauté arménienne. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. On va revenir sur cette région qui est une véritable poudrière. On va voir avec vous ce qui se passe, quels sont les enjeux dans cette région. Je rappelle très brièvement la situation du Haut-Karabakh. En 1921, l'URSS a étendu son influence dans le Caucase, donc elle a intégré toutes ce qu'on appelle aujourd'hui les républiques caucasiennes dans son espace. Et puis à l'explosion de l'URSS en 1991, cette province, le Karabakh, a déclaré son indépendance. Et depuis, avec l'Azerbaïdjan notamment, le conflit est quasiment permanent. Il a repris en 2016 et là, en 2020, il vient de prendre une tournure particulière. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, Pascal Donigian, mais c'est vrai que les combats font rage depuis déjà plus d'un mois maintenant dans cette région du monde, coincé, je rappelle, le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Merci Jean-François pour cette introduction qui nous permet effectivement de voyager aux confins donc de l'Europe. Le 27 septembre dernier, l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, c'est important de le signaler, a attaqué cette enclave arménienne du Haut-Karabakh, qu'on appelle en arménien Artsakh. C'est une petite enclave qui est vraiment toute petite, qui est 4 fois plus petite que la Nouvelle-Calédonie, qui est très montagneuse, on l'appelle le Jardin Noir, et elle se situe aux confins de l'Europe. Ce n'est pas une terre azérie, ce n'est pas une terre azerbaïdjanaise, mais c'est une part du berceau historique de l'Arménie, qui est de l'Arménie orientale, qui a été annexée, comme vous l'avez rappelé, en 1921 par Staline, pour faire cette soviétisation du Caucase auquel il aspirait. Et c'est une région le Haut-Karabakh est peuplé essentiellement d'Arméniens. À 95% d'Arméniens. Les Azéris, les Turcs veulent à nouveau l'envahir, en fait, pour éradiquer probablement une dernière fois, et cette fois définitivement, cette nation arménienne, cette première nation chrétienne du monde civilisé, il ne faut pas l'oublier. Donc, comme vous l'imaginez, bien mal placée, autour de tous ses voisins frontaliers musulmans. Elle est géographiquement coincée, en plus, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, les frappes azerbaïdjanaises touchent essentiellement les civils. Et en plus, ils attaquent avec des bombes dites à fragmentation, qui sont dites interdites par le droit international, ce qui est absolument scandaleux. Et en plus, cette nuit, ils commencent à attaquer les églises. Alors, ce qui est problématique, on parlait tout à l'heure de la région du monde, donc c'est un conflit effectivement très préoccupant et il est explosif. Pourquoi ? Parce qu'il oppose donc l'Azerbaïdjan de confession musulmane, qui veut récupérer sa souveraineté sur un territoire qui est chrétien, et bien sûr l'Arménie veut l'en empêcher. Alors, est-ce qu'on peut parler de guerre de religion ? Non, il faut éviter de parler aujourd'hui de guerre de religion, même si on sait bien que la petite enclave arménienne, de l'Arménie tout simplement, entourée comme elle l'est aujourd'hui de ses voisins ennemis jurés et héréditaires, sont effectivement liés à un problème aussi de religion. Si on avait pu se débarrasser des chrétiens dans cet endroit du monde, on l'aurait fait. Ça a été tenté en 1915, et je suis là pour témoigner que ça n'a pas été possible. Et puis, donc vous avez parlé tout à l'heure d'une agression nouvelle contre ce pays dans les années 90. Et là, on a quand même eu 30 000 morts, ce qui n'est donc pas un petit conflit. Ça s'est arrêté, puisque plusieurs grands pays ont tenté d'essayer de trouver une solution de paix. Je parle des grands pays, on parle de la France, des USA et de la Russie, qui se sont intégrés dans le cadre d'un groupe qu'on appelle le groupe Minsk. Et depuis 28 ans, ils essayent de trouver un accord de paix. En vain. Alors, deux questions par rapport aux reprises des combats depuis le mois de septembre. Il y a une forte partie de la population du Haut-Karabakh qui a quitté le pays, qui a été contrainte de s'exiler d'une certaine façon. Je crois qu'on a surtout souhaité emmener les civils, personnes âgées, enfants, donc vulnérables. On les a ramenés en Arménie. On parle de dizaines de milliers de personnes et on voit effectivement des convois de bus qui viennent les chercher et les protègent. Pour le reste, il y a donc eu la loi martiale qui a été lancée en Arménie, c'est-à-dire que tous les jeunes majeurs, garçons ou filles, qui veulent s'engager pour entrer dans les troupes sont prêts de le faire, et il y a un engouement extraordinaire. Je dois dire qu'il y a un nombre de victimes arméniens qui est toujours trop important, qui se chiffre en quelques centaines. Je dois dire aussi que les victimes azerbaïdjanaises se chiffrent en nombre de milliers. Les Arméniens comptent sur le soutien de la diaspora et il est très très fort. Si je suis là aujourd'hui, et je vous remercie, vous me permettez de faire comme chaque Arménien dans le monde doit le faire, c'est-à-dire expliquer encore. Donc je suis vraiment aujourd'hui extrêmement contente de pouvoir dire que on est aujourd'hui un petit peuple face à un immense pays qui est celui de la Turquie, soutenu par
l'OTAN. Et ce dernier, en plus, s'est adjoint les forces djihadistes syriennes, Alors afghanes justement, et pakistanaises. on va revenir sur ces éléments. Vous avez souligné qu'une église avait été bombardée cette nuit. Oui. Vous refusez le terme de guerre de religion, hein, parce qu'on sait que la religion vient se rajouter aux enjeux géopolitiques en fait et stratégiques de cette région. Pour autant, on sait aussi qu'il y a des combattants venus d'ailleurs aujourd'hui dans ce conflit, notamment des djihadistes syriens. Donc ça, c'est quand même très inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que les pays d'Europe ont payé la Turquie pour qu'elle contienne ces Syriens là où ils sont. Et aujourd'hui, elle les utilise pour pouvoir continuer d'armer un pays et se battre contre l'Arménie. En attaquant l'Arménie, on ne s'en rend pas compte, mais on attaque aujourd'hui l'Europe. Alors on est obligé de parler de deux grands pays autour de cette région du Haut-Karabakh. C'est évidemment la Turquie et la Russie qui jouent un rôle majeur. On sait qu'entre la Turquie et l'Arménie, les choses sont extrêmement complexes et très très violentes. Quel rôle joue la Turquie aujourd'hui dans ce conflit au Haut-Karabakh? Parce qu'elle ne soutient pas directement l'Azerbaïdjan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Vladimir Poutine a expliqué qu'il souhaitait rester pour le moment à équidistance. Ça, c'est la Russie, oui. La Russie, oui, voilà, bien sûr, Vladimir Poutine, tout le monde connaît ce haut personnage. La Russie, en fait, ne voudra déployer les moyens nécessaires que dans le cadre d'un partenariat militaire qui le lie à l'Arménie, parce qu'effectivement, les Russes ont une base militaire importante en Arménie, près de Yerevan spécialement. Mais elle n'a pas d'accord militaire avec le Karabakh, l'Artsakh. Donc, elle dit bien, ce n'est que quand la guerre aura pris pied sur les frontières internationales qu'elle interviendra. Elle ne pourra pas s'engager dans le cas contraire. Et elle ne peut pas combattre l'Azerbaïdjan parce qu'elle a des accords économiques avec elle. D'un autre côté, elle va pas se mettre à dos non plus l'Union européenne, elle va pas se mettre à dos l'OTAN, les États-Unis pour soutenir 150 000 personnes qui sont pas russes. On en est bien conscient. Et puis de l'autre côté, alors vous parliez de la Turquie, vous parliez de la Russie, mais de l'autre côté, on a l'Iran. Et l'Iran, pays musulman certes, mais surtout composé de chiites, soutient l'Arménie. Il soutient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan est lui-même un allié stratégique d'Israël. Et donc pourquoi ? Parce qu'Israël, en fait, utilise l'Azerbaïdjan comme base arrière contre l'Iran. Donc tout ça pour vous expliquer que cette petite guéguerre que l'on pourrait croire sans importance pour une petite enclave arménienne qui n'intéresse personne, pourrait s'enflammer et prendre des conséquences mondiales. Et la Turquie alors ? Mais la Turquie, elle est particulièrement bien engagée pour continuer son travail de nettoyage ethnique, comme elle l'a fait en 1915. Elle est gênée par la présence de cette petite enclave en Azerbaïdjan, arménienne et chrétienne. Elle est gênée pour son expansion. Autant elle peut pas s'attaquer directement aux frontières arméniennes reconnues après les traités des années 20, autant aujourd'hui elle peut effectivement considérer que la partie arménienne étant en Azerbaïdjan, les Azerbaïdjans sont turcophones et sont des frères de la Turquie, donc à partir de ce moment-là elle peut nettoyer comme elle le veut. Alors question Pascal Donéguian, pourquoi le Haut-Karabakh qui a déclaré, enfin qui s'est autoproclamé indépendant en 1991 n'est pas rattaché à l'Arménie? Pourquoi l'Arménie n'inclut pas le Haut-Karabakh dans ses frontières? Aujourd'hui l'Arménie soutient l'indépendance prononcée, autoproclamée de l'Artsakh dans les années 90, parce que elle souhaite que la République puisse effectivement se remettre à entretenir des liens avec l'Arménie. Mais aujourd'hui, ce qu'elle demande, l'Arménie demande deux choses. Elle dit aujourd'hui à l'ensemble de la communauté internationale de reconnaître l'Artsakh, donc le Karabakh, et évidemment peut-être à un moment donné d'annexer cette province, qu'on pourrait qualifier ainsi, mais le fait de vouloir réclamer cette annexion serait un signal de défiance. Donc aujourd'hui, l'Arménie souhaite protéger les siens dans cette république, mais ne souhaite pas aller plus loin dans la mesure où elle veut pouvoir être entourée et soutenue par les grands pays qui pourraient l'aider à sortir de ce conflit meurtrier. Alors, on comprend bien que ce territoire, ce Haut-Karabakh, concentre les enjeux géopolitiques de toute une région et les stratégies des grands pays de la zone. Qu'est-ce qui peut se passer dans les mois et les semaines qui viennent? Alors, il faut arrêter les combats. D'ailleurs, le groupe de Minsk, les pays du groupe de Minsk sont appelés à un cessez-le-feu immédiat. Sans condition. Visiblement, ils n'ont pas été entendus. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que les choses bougent militairement et quelques grandes puissances mettent le holà à ce qui se passe là-bas? Je pense qu'il y a des réponses molles de partout. Et j'espère que la France va répondre avec un peu plus de force. Je sais que des députés de l'Assemblée nationale partent en Arménie la semaine prochaine pour sensibiliser le soutien de la France et demander aussi à leur manière un cessez-le-feu. Évidemment, il y a des discussions diplomatiques à peu près partout, mais on sent bien que dès l'instant qu'on risquerait de froisser
Turquie comme Russie, on est très prudent et très frileux. Vous savez que l'Arménie a été reconnue par le premier pays européen qu'est la France. Le génocide arménien, a été reconnu par la France en premier dans le monde. Mais aujourd'hui, on sent que les discussions diplomatiques ne sont pas suffisamment avancées pour que des positions extrêmement tranchées soient prises. Donc nous serons très attentifs à rappeler au monde que nous ne devons pas oublier ce petit peuple qui souffre en ce moment. Pascal Deniger, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.